Bonjour tout le monde. Donc, deuxième série de nœuds aujourd'hui. On va poursuivre sur notre lancée du dernier vidéo. Donc, dans le dernier vidéo, on a vu 5 nœuds de base qu'on devrait tous connaître si on fait du plein air, du canot ou dans la vie de tous les jours. Donc, le nœud de chaise, le 8 double, 8 d'encordement et le nœud plat qu'on a vu. Aujourd'hui, on va poursuivre ça. Puis, on va voir une série de nœuds assez longue, donc je vais y aller vite. Qui est super utile en plein air aussi. Donc aujourd'hui, on va voir le pêcheur double qui va nous servir à faire une boucle pour faire un nœud de Prusik, qui est le deuxième nœud qu'on va voir. Ensuite, on va voir le cabestan et le demi-cabestan. On va voir aussi le nœud de sangle, nœud de chaînette qui va nous servir à ranger notre sangle, le 8 directionnel et enfin une application du 8 directionnel qui est le nœud tendeur ou le nœud du camionneur. Allons-y. Ok, donc le premier nœud de cette deuxième série de nœuds que je veux vous montrer, c'est en fait le nœud de pêcheur double. Le nœud de pêcheur double va être le nœud par excellence pour joindre deux bouts de corde ensemble. Donc, généralement, on va s'en servir pour faire une boucle avec une seule corde, pour en fait l'utiliser pour faire un nœud de Prusik que je vais vous montrer après. Donc, si on a une boucle, ou en fait une corde qu'on veut attacher en boucle, c'est le nœud qu'on va utiliser. Dans ce cas-ci, j'ai deux cordes différentes juste pour que vous voyez bien la différence de couleur entre les deux, mais normalement ça serait fait avec les deux bouts d'une même corde. Donc, on prend les deux bouts de notre corde et on les met parallèles les uns aux autres, comme ça, dans des directions différentes. Et on va faire deux nœuds séparés qui vont ensuite se joindre ensemble. Donc, le nœud, le voici. On va prendre notre premier bout de corde et voici ce qu'on va faire. On va le passer par-dessus une première fois. Ensuite, on va passer en dessous et on va repasser par-dessus. Vous voyez, ça forme un X par-dessus l'autre bout de corde. Et on va passer en dessous encore et on va passer sous notre X. Et la corde finit dans le même sens qu'elle a commencé, dans la même direction qu'elle a commencé. Donc, vous voyez que d'un côté, ça me fait un X. Et de l'autre côté, ça me fait deux brins parallèles. Okay? Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec l'autre bout de corde. Donc, dans ce cas-ci, le bout de corde rouge. Okay? Donc, je passe par-dessus une première fois. Je passe par-dessus une deuxième fois en faisant mon X. Passe en dessous et passe en dessous de mon X. Je finis dans la même direction qu'elle était au départ. Un petit peu plus raide. Ok. Et regardez ce qu'on va faire pour finir notre double nœud de pêcheur. On va simplement tirer les cordes pour que les deux nœuds viennent se joindre l'un à l'autre. Et si on met le tout sous tension, ça nous donne notre double nœud de pêcheur. Donc vous voyez bien que d'un côté, on a 4 brins parallèles les uns aux autres, et de l'autre côté du nœud, nous avons deux X les uns à côté des autres qui sont imbriqués l'un dans l'autre, comme ça. Okay, donc ça, c'est un nœud de pêcheur, un double nœud de pêcheur qui est bien fait. C'est la meilleure façon de joindre deux bouts de corde. Il faut faire attention parce que c'est possible de le faire à l'envers. Donc par exemple, si je reviens en arrière et je défais un de mes deux nœuds, vous voyez que les deux nœuds, tout à l'heure, je les ai faits de la même façon. Donc les deux, j'ai commencé par passer par-dessus. Okay? Mais si je le fais de la manière inverse, donc mes cordes étaient comme ça, si je le fais à l'inverse, okay? Donc au lieu de commencer par passer par-dessus, si avec cette corde-là, j'avais commencé par passer en dessous, je fais le même nœud. Mon X maintenant se retrouve en dessous. Je passe comme ça encore et je passe sous mon X. Regardez ce qui se produit. Donc j'ai le même nœud. En fait, le nœud ici pour ma corde jaune est bon. D'un côté, j'ai un X, de l'autre côté, j'ai mes deux bandes parallèles. Par contre, si je serre les deux nœuds ensemble, là j'ai deux bandes parallèles avec un X,
et deux bandes parallèles avec un X. Il y a un des deux nœuds qui est à l'envers. Et si vous regardez, en fait, le nœud se trouve un peu en diagonale comme ça, puis ça va l'affaiblir grandement. Donc on n'a pas tous ces nœuds qui s'imbriquent l'un dans l'autre, puis ça fait quelque chose de moins solide. Okay? Fait que ça, c'est mauvais, c'est pas ce qu'on veut. Okay? Ce qu'on veut, c'est ce que je vous ai montré précédemment, avec d'un côté les deux X qui s'imbriquaient l'un dans l'autre, et de l'autre côté les 4 bandes parallèles. D'accord? Donc, nœud de pêcheur double pour joindre les deux bouts d'une même corde et en faire une boucle. Donc, comme je vous disais dans le segment précédent, on a fait un double nœud de pêcheur ici, dans une corde, dans les deux bouts d'une même corde, pour en faire une boucle. Ça ici, c'est de la corde d'escalade de 8 mm, ce qu'on appelle communément en escalade de la corde prussique, parce que principalement ça sert à justement faire des nœuds de prussique. Donc des nœuds de prussique sont faits à partir d'une boucle comme celle-ci, d'où l'utilité du double nœud de pêcheur pour faire notre boucle. Vous voyez que le nœud de pêcheur est bien fait ici. On a les deux X qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et de l'autre côté, on a les 4 bandes parallèles. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait avec cette corde-là tout à l'heure, c'est que, entre autres, je voulais des couleurs différentes, mais c'est aussi parce que une fois que mon prussique, que ma corde a été mise sous tension, que mon double nœud de pêcheur a été mis sous tension, c'est à peu près impossible à défaire. Surtout qu'avec de la petite corde de 8 mm comme ça, là, il faudrait que je coupe ma corde pour défaire ce nœud. Ça ne déferait pas le nœud, mais il faudrait que je coupe ma corde si je voulais enlever ce nœud. C'est absolument impossible à défaire. Okay, donc c'est un nœud qui va vraiment s'écraser sur lui-même, puis qui est très difficile à défaire. Okay? Donc j'ai ma boucle de prussique comme ça. On voit que les bandes sont assez longues. Si jamais le nœud il glisse, il n'y a pas de danger que ça se défasse complètement. Okay? Mais serré comme il est en ce moment, il ne glissera plus. S'il avait glissé, ça c'est déjà fait. Donc, nœud de prussique. Je prends ma boucle comme ça, ma boucle de corde. Ici, c'est une boucle qui est très courte. En escalade, entre autres, on va utiliser des boucles qui sont plus longues, des cordes de 3, 4, parfois 5 mètres pour faire des prussiques, pour faire d'autres types d'interventions. Mais dans ce cas-ci, si c'est simplement pour seulement faire un prussique, ça c'est une longueur qui est acceptable. Donc, un prussique, c'est ce qu'on appelle un nœud de friction. Les nœuds de friction, c'est une grande famille. Il y a plusieurs nœuds qui peuvent servir pour ces applications-là, mais le plus simple, puis le plus communément utilisé, c'est le nœud de prussique. Donc, les nœuds de friction, ce sont des nœuds qui vont justement tenir sur quelque chose d'autre. Entre autres, c'est souvent sur d'autres cordes d'un diamètre habituellement plus gros. Et ces nœuds-là vont tenir seulement par friction. Donc, j'ai mon autre corde ici, d'un diamètre plus grand que ma corde de prussique. Et là, je vais faire mon nœud de prussique. Donc, un nœud de prussique, ça se fait en enroulant notre boucle de corde de prussique autour de notre corde qui sert d'ancrage, en fait. Ok, donc, je prends la boucle de prussique ici. Je fais attention de ne pas commencer avec le nœud comme ça à une extrémité, parce que je vais me ramasser justement avec le nœud à une extrémité de mon prussique, et quand je vais arriver pour attacher mon mousqueton sur ma boucle de prussique, le mousqueton risque d'accrocher dans le nœud. Donc c'est mieux de le garder justement pas au centre, mais pas au bout non plus, entre les deux, peut-être comme ça, à peu près au tiers ou au quart de la demi-longueur de mon prussique. Donc, je vais me mettre à faire des enroulements. Si je fais seulement un enroulement comme ça, j'ai ici un nœud de prussique. Ça, c'est un nœud de prussique à un enroulement. Par contre, un nœud de prussique à un enroulement, c'est pas très efficace. Okay? Généralement, pour des nœuds de prussique, on va y aller habituellement en 3 enroulements. Parfois, ça peut être moins, particulièrement si le diamètre de la corde est très gros par rapport au diamètre de la corde de prussique qu'on utilise. Ça peut être plus que 3 aussi si les diamètres sont comparables ou si la corde est particulièrement glissante. Entre autres, des cordes de Spectra ont tendance à être plus glissantes qu'une corde comme ça avec une gaine en nylon. Donc,
ça c'est un enroulement. Je vais y aller avec un deuxième, comme ça, et même un troisième enroulement, comme ça. Donc là, j'ai enroulé ma corde de Prusik 3 fois, et je me ramasse avec un gros moton de corde que je vais devoir nettoyer, dresser. Ok, donc je vais mettre toutes les longueurs de corde parallèles les unes aux autres, m'assurer qu'il n'y a pas de croisement, un petit peu comme on faisait avec le nœud en 8, et graduellement, en m'assurant qu'il reste propre, je vais mettre de la tension sur ce nœud. Okay? Et regardez ce qui se produit. Si je mets de la tension sur mon nœud de Prusik, comme ça, regardez ce qui arrive. Le nœud de Prusik se met à écraser la corde, et puis, par friction, ça devient en fait très difficile de bouger le Prusik sur la corde. Et si on met assez de tension dans mon Prusik, regardez bien, si je tire plus fort, je vais déplacer mon bureau. Donc, c'est complètement figé là. Okay? Par contre, si on enlève la tension sur le Prusik, comme ça, le Prusik se relâche et puis on peut glisser le nœud de Prusik librement sur la corde. C'est ça l'avantage d'un nœud de Prusik. Lorsqu'il est mis sous tension, il mord dans la corde et il arrête de bouger. Et lorsqu'on enlève la tension sur le Prusik, on peut jouer avec un petit peu pour le relâcher, puis il glisse librement. Donc ça, c'est un nœud de Prusik à 3 enroulements. Ok, prochain nœud, le nœud de cabestan et le nœud de demi-cabestan. En anglais, le cabestan, c'est un clove hitch. Puis, le demi-cabestan, c'est un munter hitch. Donc, cabestan, premièrement. Le cabestan se fait comme ci. Donc, je vais prendre le bout d'une... je dis bout d'une corde, mais ça peut très bien être le milieu de ma corde. Okay? Peu importe où je me trouve sur la corde, ça ne change rien. Ça n'a pas besoin d'être au bout. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre une boucle comme ça. Je vais aller vers la gauche. Donc, je vais faire une boucle, une première boucle comme ça. Je vais aller vers la gauche, donc je vais faire une deuxième boucle vers la gauche, comme ça. Ça me fait 2 boucles, l'une à côté de l'autre, comme ça, 2 oreilles de lapin, on pourrait dire. Puis, je vais prendre ces boucles, et regardez bien ce que je fais. Je passe cette boucle-ci derrière mon autre boucle. Si je la passe devant, ça fait rien de particulier, ça fait juste un enroulement de corde. Okay? Mais, vers la gauche une fois, vers la gauche 2 fois, si je le passe derrière, l'une derrière l'autre, deuxième boucle derrière la première, regardez bien ce que ça fait. Je vais utiliser le mousqueton qui est ici. Donc, je rentre ça dans le mousqueton, je serre mon nœud. Vous voyez bien la structure du nœud ici. Ce qui arrive, c'est que c'est un nœud qui serre d'un côté, comme ça. C'est un nœud qui serre de l'autre. Donc là, le cabestan est barré sur mon mousqueton. Et si je l'enlève de mon mousqueton, le cabestan disparaît. Okay? Donc encore une fois, boucle vers la gauche, comme ça, première fois. Deuxième boucle vers la gauche, et je passe l'une derrière l'autre, comme ça. Je peux utiliser mon doigt plutôt qu'un mousqueton. Et voici le nœud barre sur peu importe ce qu'on a rentré à l'intérieur des 2 boucles. Okay? Ça peut être un mode bateau, ça peut être un mousqueton, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quoi. Ça prend juste quelque chose de solide pour passer au travers des 2 boucles et le cabestan va barrer sur cet objet. OK? Cabestan. Dernière fois. Boucle vers la gauche. Une deuxième boucle vers la gauche. Passe l'une derrière l'autre. Et voilà, ça me fait mon cabestan. OK? Le demi-cabestan maintenant. OK? On va commencer de la même façon. Donc, on va faire comme si on faisait un cabestan, une boucle vers la gauche, et là, si on faisait un cabestan complet, on ferait une deuxième boucle vers la gauche,
comme ça, parce que si on la fait comme ça, ça fait rien, ça fait juste un enroulement encore. Donc, une première boucle vers la gauche, une deuxième boucle vers la gauche, ok, puis passer une derrière l'autre, ça ferait un cabestan complet, mais là on fait un demi-cabestan, regardez bien. Au lieu de passer les boucles comme ça l'une derrière l'autre, la deuxième boucle que j'ai fait ici, dans ma main droite, je vais la tourner pour qu'elle vienne rejoindre la première. Et là, ça fait quelque chose d'extrêmement simple. Ok? Ça, c'est un demi-cabestan. Mais regardez bien ce nœud qui est extrêmement simple, mais qui fait quelque chose d'assez intéressant. Donc si j'accroche mon demi-cabestan sur mon mousqueton encore une fois, dans mon mousqueton, okay, regardez bien ce que ça fait. Si je mets une tension, donc avec ma main gauche en ce moment je force vers le bas, et regardez, juste avec deux doigts, je suis capable de retenir la force assez grande que je mets, que j'exerce avec ma main gauche. Okay? Parce que c'est ça que ça fait un demi-cabestan. Il y a beaucoup de friction qui est générée ici, entre les deux brins. Donc, même si je force très fort avec ma main gauche, j'ai pas besoin de forcer très fort avec ma main droite. Et je peux doucement laisser aller de la corde, comme ça, okay? Sans exercer, sans devoir exercer une grande force. Et voilà. Ok, donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert à, si on a une force qui est très grande d'un côté, mais qu'on veut pas, on veut laisser aller de la corde, mais qu'on veut pas trop forcer de ce côté-ci, on fait un demi-cabestan comme ça. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi je voulais descendre un objet très lourd, par exemple mon canot, je voulais le descendre en bas d'une falaise. Okay, mais c'est sûr, je pourrais directement accrocher une corde après mon canot puis le descendre à bras comme ça. Mais si mon canot est trop lourd, je risque de me faire entraîner avec lui. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me faire un ancrage autour d'un arbre, accrocher un mousqueton après mon ancrage, puis accrocher la corde qui est attachée après mon bateau, faire un demi-cabestan accroché après le mousqueton. Donc, d'un côté, j'ai le canot qui descend, qui est représenté par ma main gauche ici, qui tire très fort sur la corde, mais là, j'ai pas besoin de le retenir très fort avec ma main droite, à cause justement de toute la friction qui est générée par le frottement des deux cordes ici. Okay? Donc, si je veux descendre quelque chose de pesant en bas d'une falaise, c'est le nœud à utiliser. Okay? Ça remplace en fait des équipements, ça peut remplacer, en cas d'urgence, des équipements d'assurage d'escalade, comme un ATC ou un gris-gris. Aussi, chose intéressante, c'est un nœud qui peut se renverser. Donc, si plutôt, au lieu de mettre une tension avec ma main gauche puis retenir avec ma main droite, si je fais le contraire, je me mets à tirer avec ma main droite puis retenir doucement avec ma main gauche. Regardez ce que fait le nœud. Okay, le nœud va changer de direction, il va se revirer à l'envers. Et là, on obtient, le nœud c'est reviré à l'envers, mais c'est exactement le même nœud. Donc au lieu d'avoir, comme ça ici, la boucle qui est sur le dessus ici, là, le nœud vire à l'envers et la boucle passe par en dessous, mais c'est le même nœud. Si on tourne le mousqueton comme ça, on retrouve exactement la même chose que nous avions avant. Okay? Et là, je peux tirer très fort avec ma main droite et retenir juste du bout des doigts la corde avec ma main gauche. Et voilà, je laisse aller de la corde tranquillement. Je peux, par exemple, faire descendre un objet lourd en bas d'une falaise ou en bas de n'importe quelle hauteur. Et c'est très facile et je risque pas de me faire entraîner avec cet objet. Donc, demi-cabestan, très très pratique à avoir et à connaître. Ok, prochain nœud, le nœud de sangle. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé seulement avec de la corde. Ici, on va travailler avec une sangle tubulaire en nylon. Les sangles comme ça, c'est super utile pour surtout faire des ancrages.
C'est utile dans d'autres types de situations aussi, mais on les utilise principalement pour faire des ancrages pour, par exemple, un système de traction mécanique ou, bon, en escalade, on l'utilise pour justement faire un ancrage pour établir un relais ou descendre en rappel. Donc, pour utiliser une sangle comme ça, pour faire un ancrage, il faut en général que notre sangle fasse une boucle. Pour qu'elle fasse une boucle, on va utiliser ce qu'on appelle le nœud de sangle, le water knot en anglais. Donc, nœud de sangle, la façon de faire, c'est qu'il faut, premièrement, qu'il n'y ait pas de vrille à l'intérieur de notre sangle. Donc, pour ce faire, on va aller chercher le milieu de notre sangle. Vous voyez ici, petite parenthèse, j'ai noté le milieu, de ma sangle avec du crayon noir ici pour m'indiquer justement où est le milieu de cette sangle rouge qui est de 5 mètres. Petite parenthèse là-dessus, comme je disais, faites attention lorsque vous utilisez un marqueur indélébile pour marquer quelque chose, soit vos initiales ou marquer le milieu de votre sangle, parce que les solvants à l'intérieur de certains crayons indélébiles peuvent dissoudre partiellement les polymères, le plastique qui forme le nylon, puis ça peut affaiblir votre sangle. Donc c'est important que si vous voulez écrire quelque chose sur votre sangle, soit utiliser un crayon dont les solvants n'endommageront pas votre sangle, ou soit utiliser un crayon, n'importe quel crayon, mais si c'est vos initiales par exemple, écrivez-le au bout de votre sangle, à l'extérieur du nœud, donc à l'extérieur de la portion qui va être mise sous tension. Donc même si ça a affaibli ma sangle ici, c'est pas grave, c'est au bout de ma sangle complètement. Okay? Mais ici j'ai marqué le milieu de ma sangle, ça c'est une portion qui va être mise sous tension, donc je me suis assuré d'utiliser un crayon qui n'endommage pas le nylon. Lorsque vous achetez votre sangle dans un magasin de plein air, parfois si vous demandez aux vendeurs, ils vont avoir un crayon comme ça. Okay? Donc, on revient à notre nœud de sangle. Je trouve le milieu de ma sangle, je la pince et je vais tirer la sangle entre mes doigts comme ça, juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'entortillement à l'intérieur de ma sangle. Donc, je la tire jusqu'au bout. Là, j'arrive au bout comme ça. Vous voyez que les côtés de ma sangle sont marqués avec des petits pointillés blancs. Donc le pointillé blanc ici, je l'ai mis à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de pointillé blanc. Donc, je vais commencer avec un nœud de base. Un nœud simple comme celui-ci. Okay? Donc, simplement on pourrait dire un demi-nœud plat. Et là, on va prendre l'autre bout de ma sangle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser l'autre bout de ma sangle à travers le nœud, comme lorsqu'on faisait un 8 d'encordement. D'accord? Donc c'est le même principe. On va, en allant dans le sens inverse, passer ce bout-là à travers notre nœud, en suivant l'autre portion, et en gardant les mêmes côtés de notre sangle collés ensemble. Donc, vous vous rappelez, j'ai dit pointillé blanc, c'était l'extérieur. Ben, je vais garder les deux côtés intérieurs ensemble comme ça. Et je vais repasser ce morceau au travers de mon nœud, comme ça. Ça peut être parfois un petit peu difficile à faire parce qu'on se ramasse toujours avec des plis, des croisements, puis ça fonctionne mal. Mais avec un petit peu d'effort, on y arrive. Comme ceci. Et voilà. Ok. Alors, ça c'est mon nœud de sangle. Je le serre tranquillement. Je tire sur chacun des 4 brins pour les resserrer ensemble. Comme ça. Et je me retrouve avec ceci, mon nœud de sangle, okay, qui fait de ma sangle une boucle
qui pourra être utilisé pour faire un ancrage. Ça, c'est un nœud qui, une fois mis sous tension, va être encore une fois à peu près impossible à défaire, un petit peu comme le nœud de pêcheur double. Donc, si on prend ma sangle bleue ici, que j'ai déjà utilisée pour faire des ancrages pour des systèmes de traction mécanique, ça serait à peu près impossible de défaire ce nœud-là. Il faudrait que je coupe ma sangle. Okay? Mais c'est un nœud qui est extrêmement solide. Seule chose par contre, il faut s'assurer lorsqu'on fait notre nœud de sangle de laisser assez long. En général, on dit environ 2 pouces, peut-être 4 à 6 cm de sangle, parce que lorsque ce nœud va se resserrer sur lui-même, il va prendre un petit peu de secousse. Okay? Donc c'est important d'en laisser assez, de ne pas finir à ras du nœud, parce que lorsque le nœud justement va s'écraser sur lui-même, il pourrait se défaire. Okay? Nœud de sangle. Ok, le prochain nœud que je veux vous montrer, c'est en fait, c'est même pas vraiment un nœud comme tel, c'est plus une façon de ranger de l'équipement. On l'appelle le nœud de chaînette. En anglais, on dit daisy chain souvent, ou monkey chain, des trucs comme ça. Par contre, en escalade, une daisy chain, ça peut vouloir dire une autre pièce d'équipement, mais peu importe. Donc, ça ressemble à ça. Ok? Le gros avantage de ranger son équipement comme ça, ses sangles, ses cordes, c'est le suivant. Regardez bien. Je tire le bout de ma corde, ou dans ce cas-ci ma sangle, et regardez bien, comme par magie, la sangle se défait. J'ai juste à tirer dessus et tous les nœuds se défont. Okay? Ça fait un petit bout que je n'ai pas défait ce nœud, et je pense que je l'ai même rangé mouillé. Alors, les plis dans la sangle restent, mais ça ne change rien à son efficacité et sa durabilité. Donc, la façon de faire, pour faire justement ce daisy chain, ce nœud de chaînette, on va faire une boucle, comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme ça, une ganse, et on va la tirer au travers de cette boucle qu'on vient de créer. Okay? Ensuite, on prend une autre ganse, on la tire à travers la boucle qu'on vient de créer, et on continue comme ça. Là, je le fais rapidement, mais si je m'appliquais plus, et je mettais plus de tension au travers de chaque maille, ça ferait une chaîne qui serait plus serrée, puis esthétiquement plus belle et plus compacte. Mais je le fais rapidement, comme ça. Est-ce que j'ai assez de sangle pour passer à travers une dernière fois? Je pense que si je tire un petit peu, je vais tout juste en avoir assez. Et la dernière maille, comme ça, je fais simplement tirer le bout au travers. Okay? Et si je veux attacher ça après un harnais, un VFI, n'importe quoi, un canot, je peux tout simplement passer un mousqueton à travers le bout de ma sangle ici qui dépasse de la dernière maille, comme ça. Okay? Puis je peux aller accrocher ça après quelque chose, ou sinon, comme ça, tout simplement. Okay? On peut le ranger comme ça, et on peut aussi facilement le glisser dans une poche de VFI. Moi, je traîne toujours quelque chose, une sangle en fait, comme ça. Ça, c'est une sangle de 2 mètres, je crois, si je ne m'abuse, ou 3 peut-être. Et je l'amène toujours dans mon VFI, pliée comme ça en chaînette, puis je la rentre dans une des poches de mon VFI, ça rentre bien. Okay? Et si jamais j'en ai besoin en situation d'urgence, je peux tout simplement tirer le bout de ma sangle au travers de la dernière maille, et ensuite ça se défait et j'ai ma sangle comme ça qui peut être utilisée pour faire un ancrage. Ok, le dernier nœud à proprement dit que je vais vous montrer dans cette section, c'est une quatrième variante du nœud en 8. C'est en fait le 8 directionnel. Donc, vous vous rappelez comment on fait un 8 sur une ganse de corde? Ok, donc on prend une ganse de corde, comme ça, un bout de corde, un pli dans la corde, tout simplement. Ok, et on fait notre 8. Donc,
on fait une première boucle, on passe un petit peu plus de cordes, on passe derrière. Oups. Récalcitrante. Et on revient comme ça. Et là, c'est pas très beau, mais c'est effectivement un 8. Il faut que je le dresse convenablement. Comme ça. Et je l'ai vraiment mal fait. Comme ça. Et plutôt comme ça. Ok, donc là, j'ai mon 8 en bout de corde. Comme ça. Ok, donc ça, c'est un 8 ordinaire. Pour le 8 directionnel, on va partir de la même façon. Mais il y a juste une petite différence. Je ne me suis pas pris assez de cordes, c'est pour ça que j'ai de la misère. Donc, ok, on part de la même façon. On commence par faire notre boucle, comme ça. Ok. Et là, normalement, pour faire notre 8 ordinaire, on passerait derrière les deux brins qui sont ici. Et on reviendrait au travers du trou. Maintenant, c'est pas ce qu'on va faire. Au lieu de passer derrière les deux brins, on va passer derrière un seul des deux brins. Donc, par exemple, on va laisser ce brin-là de côté, comme ça. Et là, on finit notre 8 de la même façon. Je vais donner un petit peu plus de cordes. Comme ça, on passe au travers du trou. Et vous voyez que ce brin-là, maintenant, est libre. Donc, je peux l'enlever du chemin comme ça. Je vais juste le mettre beau, si l'on peut dire. Comme ça. Et ce que ça me fait, c'est un 8, mais dont un des brins, comme ça, est laissé lousse. L'avantage d'un 8 comme ça, c'est que je peux mettre de la tension sur ce brin-là, et ça ne change rien à mon nœud. Je peux aussi mettre de la tension comme ça, je pourrais aller accrocher dans le milieu de ma corde un mousqueton, comme ceci, mettre de la tension sur mon 8 comme ça, et ça ne changerait rien. En fait, ce que j'ai fait en haut ici, je ne sais pas si vous le voyez en haut, mais c'est un 8 directionnel aussi. Okay? Donc, 8 directionnel, comme ça. Le 8 directionnel est vraiment fait pour tirer dans une direction en particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle le 8 directionnel. Okay? Vous voyez qu'une fois que j'ai fait mon nœud, la boucle ici pointe vers le bout de ma corde. Si j'essaie de mettre de la tension sur mon nœud en 8 dans l'autre direction, ce qui va arriver, c'est que ça va fonctionner, oui, ça fonctionne. Le nœud vire à l'envers et ça fait quelque chose de vraiment pas très bon, pas très solide non plus. OK? Donc, le 8 directionnel est vraiment fait pour, je ne sais pas si je peux le ramener, est vraiment fait pour forcer dans une direction en particulier et pas dans l'autre. OK? Et c'est dans la direction dans laquelle la boucle pointe. Si je reviens en arrière, je voulais faire un 8 directionnel mais pointant dans l'autre direction. Donc, je reprends ma ganse de corde, je commence mon 8, comme ça, je passe en arrière, et vous vous rappelez ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, j'ai passé derrière, oups, on va recommencer, comme ça, passer derrière les deux bouts de corde, ça me ferait un 8 ordinaire. Ok, je veux pas un 8 ordinaire, je veux un bout de 8 directionnel. Donc, il y a un de ces deux brins-là qui va se faire laisser de côté. Mais là, tout à l'heure, j'ai laissé celui-là. Maintenant, je vais utiliser celui-là et laisser plutôt l'autre brin de corde. Regardez comme ça. Et là, ça me fait encore une fois un 8 directionnel que je peux dresser. Voilà, comme ça. OK? Mais vous voyez que la boucle pointe dans l'autre sens. Au lieu de pointer vers le bout de ma corde ici, la boucle pointe vers le restant de ma corde. Donc ça, ce serait un 8 directionnel qui serait fait pour forcer dans cette direction-là.
Okay? Donc je peux laisser la tension sur ma corde et je peux, même si la corde est sous tension, ça fait une boucle au milieu de ma corde pour aller accrocher quelque chose comme ça. OK? 8 directionnels. OK, maintenant, une application du nœud en 8 directionnels qu'on vient de voir, c'est le nœud tendeur ou le nœud du camionneur, trucker's hitch en anglais, tension hitch. Donc, très très souvent, en plein air, on va devoir tendre des cordes. Que ce soit pour, par exemple, tendre une corde pour installer une bâche au-dessus d'un site de camping ou pour, par exemple, attacher votre canot. Si jamais vous avez oublié vos sangles, vous pouvez le faire avec une corde. Et pour mettre de la tension, assez de tension dans une corde, ça c'est un nœud qui est extrêmement utile. Donc, nœud tendeur, c'est que je vous disais, une application du nœud en 8 directionnel. Donc, on va commencer par faire un nœud en 8 directionnel. Donc, ici, j'ai ma corde que j'ai installée après un ancrage verticalement. Nœud en 8 directionnel. Okay, on se rappelle comment ça fonctionne. Donc, je commence de la même manière que si je voulais faire un 8 ordinaire. Ça, ici, ça serait un 8 ordinaire, mais je ne veux pas faire un 8 ordinaire parce que lorsque je vais tirer sur ce brin-ci, si je fais un 8 ordinaire, ça va défaire mon nœud, puis ça va être impossible à défaire par la suite. Donc, plutôt que faire un 8 ordinaire, je vais faire un 8 directionnel qui va pointer vers le bas dans ce cas-ci. Donc, on se rappelle, je commence mon nœud de la même manière, mais là, je laisse tomber un des deux brins ici. Je laisse tomber le brin dans lequel je veux que, dans la direction où je veux que mon nœud pointe. Donc là, ici, je veux que mon nœud pointe vers le bas. Donc le brin qui va vers le bas, c'est celui-ci. Donc je vais le laisser tomber dans mon nœud en 8. Je vais le finir comme ça. Et voilà, j'ai un nœud en 8 qui pointe vers le bas. Okay? Un petit truc comme ça, si jamais vous ne vous souvenez plus ou si vous avez de la difficulté à faire votre nœud en 8, une autre façon de faire, on peut tricher un petit peu, on peut faire un 8 ordinaire, 8 double ordinaire, comme ceci, puis ensuite, tout simplement, sortir de notre nœud le brin qu'on veut qu'il soit libre. Comme ceci. Okay, donc c'est une façon de tricher un petit peu si vous ne vous souvenez plus comment faire votre 8 directionnel. Donc une fois que j'ai fait mon 8 directionnel dans la direction justement où je veux mettre de la tension sur la corde que je veux mettre sous tension, c'est le brin qui est ici, donc mon nœud va forcer vers le bas comme ça. Le restant de ma corde ici, voici ce que je vais faire avec. Donc je vais aller le passer peut-être autour d'un arbre, si je veux mettre de la tension pour une bâche, ou peut-être en dessous de la barre de mon rack à toit, de mon... comment on dit un rack en français? Un support. Un support, voilà, ok. Donc en dessous de la barre de mon support sur le toit de ma voiture. Ici, ce que j'avais à la portée de la main, c'était une chaudière de farine. Donc, je le passe en dessous d'une barre ou d'un arbre ou quelque chose comme ça, et je viens repasser dans la boucle de mon 8 directionnel, comme ceci. Okay? Et regardez ce que ça produit. Okay? Ce que j'ai ici, je tire sur un brin, ici, okay? Mais la corde que je vais mettre sous tension, c'est celle-ci, elle est accrochée après mon nœud, et regardez combien il y a de brins qui tirent sur ce nœud. Il y en a 1, 2, 3. Donc si je mets une tension X avec ma main droite ici dans ce brin-ci, je vais avoir en théorie la même tension dans ce brin-ci et la même tension dans ce brin-là. Pas tout à fait dans les faits parce que je vais avoir un petit peu de friction ici, un petit peu de friction là, mais mettons qu'on ignore ce fait, je devrais avoir la même tension dans ces trois brins-là. Donc si j'applique une force X ici, je vais avoir une force X là, une force X là. Donc ces trois brins-là tirent sur le même nœud, je vais avoir une force 3 fois plus grande dans mon brin ici. C'est une façon de multiplier les forces. En fait, c'est un système d'avantage mécanique, ce qu'on appelle un 3 pour 1, parce que justement, si je force
une fois ici, je vais avoir 3 fois plus de force qui va être transmise dans ce brin-ci. Okay? Et c'est une façon de, justement, tendre une corde pour ensuite, justement, avoir une forte tension dans ce brin. Voilà, je me répète. Donc, maintenant, il faut finir notre nœud, il faut simplement l'attacher, parce que si on laisse tomber, ça ne fonctionnera pas. Okay, donc, une fois que j'ai mis la tension nécessaire dans mon système, là, je vais aller attacher, et la façon de faire, c'est tout simplement de faire une demi-clé comme ceci, je passe en dessous, avec comme ça. Déjà, ça tient bien. On peut en faire une deuxième si on veut vraiment s'assurer que ça ne bouge pas, comme ça, et ça ne bougera pas. OK? Donc, système de montage mécanique, le nœud du camionneur ou le nœud de tension.